cette nuit d'août avait tout pour n'être qu'une nuit oubliée parmi tant d'autres. Elle aurait pu rester là, debout, au bord de ce chemin de terre sombre, seule avec la pluie glaciale qui ruisselait sur sa nuque et la peur qui pesait bien plus lourd que n'importe quelle valise, à attendre une aube qui semblait bien trop lointaine pour être réelle. Et lui aurait pu passer sans s'arrêter, cet homme aux épaules voûtées et au regard dur. Il aurait pu regarder par la fenêtre de la calèche cette silhouette trempée sur le bas-côté boueux et décider que ce n'était pas son problème. Comme il avait décidé 5 ans plus tôt que bien des choses n'étaient plus son problème. Mais cette nuit d'août 1922, quelque chose dans l'univers a décidé d'agir sans demander la permission. Et c'est exactement à ce carrefour, entre la détresse de l'une et le silence de l'autre, qu'a commencé la plus belle histoire d'amour que les monts d'Auvergne aient jamais gardée dans leur cœur de pierre ancienne. Avez-vous déjà imaginé ce que c'est que d'avoir vraiment peur ? Pas ce petit sursaut de celui qui rate une marche qu'il n'avait pas vue, mais la peur qui s'installe au fond de la poitrine et qui ne prévient pas quand elle s'en va, la peur d'être complètement seul dans un endroit inconnu, sans argent, sans bagages, sans personne au monde qui sache où vous êtes, avec la nuit qui tombe et la pluie qui transforme chaque bruit de la forêt en quelque chose qui semble bien plus grand qu'il ne l'est. Pouvez-vous imaginer avoir tout cela et pourtant, même trempé jusqu'aux os, les chaussures s'enfonçant dans la boue et le froid transperçant vos vêtements mouillés, ne pas baisser la tête? Cela s'est passé en août 1922, au cœur du Massif central, dans une région de monts et de vallées, entre le Puy-en-Velay et Saint-Flour, là où l'hiver arrivait pour de bon, avec ce froid sec et tranchant des altitudes qui ne fait de cadeau à personne, et où les pins sylvestres parfumaient les matins d'une odeur qui semblait exister depuis la nuit des temps. Une terre de basalte et de vieilles légendes, de gens qui faisaient des promesses et les tenaient, d'histoires qui mettaient des décennies à être racontées parce que personne n'était pressé d'arriver à la fin quand le chemin était beau. Mais avant de continuer, j'ai besoin de savoir d'où vous regardez cette histoire aujourd'hui. Dites-le moi ici dans les commentaires, votre ville et votre région, car chaque personne qui arrive sur cette chaîne apporte un petit bout du monde que nous n'imaginions même pas atteindre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucun conte. Cette histoire a encore beaucoup d'amour à vous offrir et vous voudrez en suivre chaque instant. Commençons. Domenico Fontana est arrivé en France en provenance de Lombardie, dans le nord de l'Italie, en 1895, apportant avec lui une valise en cuir usé, un violon enveloppé dans une flanelle délavée et la détermination silencieuse de celui qui n'a plus rien à perdre sur aucune terre. Il était musicien et professeur, 2 professions qui, dans la France de cette époque, rapportaient plus de respect que d'argent, mais Domenico ne s'en est jamais plaint avec amertume. Il avait quitté l'Italie, après que la sécheresse eut détruit la petite propriété familiale 2 années de suite, sans autre issue que de tenter sa chance dans un pays dont il avait lu l'histoire dans les livres et qui semblait, dans ses pages, être le genre d'endroit où l'effort trouvait encore une récompense. Il s'installa à Lyon, alors que la ville bourdonnait d'une énergie nouvelle, à une époque où de nouveaux quartiers s'inventaient, tandis que les gens y vivaient déjà. Il donna des cours de violon et de solfège aux enfants des familles aisées qui voulaient que leur descendance ait le vernis de la grande culture, et il construisit, centime après centime, une vie qui n'était pas riche, mais qui était pleine de musique, et Domenico considérait cela comme suffisant. C'était peut-être plus que suffisant, c'était peut-être exactement ce dont une vie a besoin. Rose Mercier était fille de paysans du Cantal, et possédait la patience que la terre auvergnate enseigne à ceux qui y naissent. Cette patience qui n'est pas de la résignation, mais la force de ceux qui savent que chaque chose a son temps. Elle rencontra Domenico lors de la fête de la Saint-Jean, dansa avec lui sans savoir qu'il était étranger parce que la façon de sourire n'a pas d'accent, et l'épousa 2 ans plus tard, lors d'une cérémonie simple un samedi d'octobre, qu'ils considérèrent tous deux comme parfaite car rien de ce qui importait ne manquait. Ils eurent Cécile en 1899 et Benoît
en 1903 et vécurent dans une petite maison de la rue des Tisserands avec une fenêtre qui captait le soleil de l'après-midi, une cuisine qui sentait toujours le café et le pain d'épices, et une petite cour où Domenico avait planté un figuier dont il disait qu'il était de la même variété que ceux de Milan, bien que personne ne pût le vérifier. Cécile grandit en apprenant, sans que personne n'utilise exactement ces mots, que la beauté n'a pas besoin de coûter cher. Son père le lui enseignait dans sa façon de faire les choses. C'était dans sa manière de jouer du violon, un mardi ordinaire, comme si c'était un concert de printemps. C'était dans Rose qui pliait les serviettes avec soin, même si c'était les plus simples qui existaient. C'était dans la lumière dorée qui entrait par la fenêtre de la cuisine chaque après-midi, pendant quelques minutes brèves et précieuses avant de s'éteindre. Cécile apprit très tôt à prêter attention à ces toutes petites choses qui portent un grand poids, et cette habitude de voir ce que les autres ignoraient devint tellement une partie d'elle-même qu'elle ne savait ni ne voulait s'en défaire. Son père lui avait enseigné le piano avant même que ses pieds ne touchent les pédales. Il lui avait enseigné l'italien les vendredis soirs, comme un cadeau que l'on donne petit à petit pour qu'il dure plus longtemps. Il lui avait enseigné le nom des constellations que l'on voyait depuis la cour, et le nom des fleurs du figuier avant les fruits, et il lui avait enseigné, sans le dire avec des mots, qu'une femme dotée d'intelligence et de dignité n'a jamais besoin de baisser la tête devant personne, non pas parce qu'elle est supérieure à quiconque, mais parce qu'elle est l'égale de tous, et que c'est une fondation suffisante pour se tenir debout. Mais la vie n'a pas épargné à la famille Fontana ses pertes, et les pertes sont arrivées comme elles arrivent toujours, sans prévenir et sans demander la permission. Rose mourut d'une pneumonie en juillet 1915, au cours d'une semaine qui s'était refroidie bien au-delà de ce que la saison justifiait, comme si le ciel avait lui aussi pris le deuil et ne savait pas comment en sortir. Elle tomba malade un lundi et s'en alla avant le vendredi, bien trop vite pour que l'on puisse faire quoi que ce soit différemment, bien trop vite pour que Cécile puisse s'y préparer, comme si la vie avait oublié de prévenir qu'une préparation était possible. Cécile avait 16 ans. Domenico ne s'effondra pas complètement parce qu'il était trop fier et trop silencieux pour ce genre de drame public, mais quelque chose en lui partit avec Rose. Une sorte de légèreté qu'il avait et qui ne revint jamais totalement. Il continua d'enseigner, continua de jouer du violon le mardi, mais la musique prit un ton différent, plus lourd et plus lent, comme si elle devait porter plus qu'avant. Cécile le remarqua avec cette perception aiguisée qui la caractérisait et choisit de ne faire aucun commentaire, car il y a des fardeaux que les parents doivent porter seuls et que les enfants apprennent à respecter. Elle avait retroussé ses manches sans faire de manière. Elle apprit à préparer le ragoût que faisait sa mère à partir des notes que Rose avait laissées dans un carnet à couverture de cuir. Elle apprit à négocier avec l'épicier du quartier, à laver les cols des chemises de Domenico de manière à ce qu'ils durent plus longtemps entre deux lavages, à boucler le budget à la fin du mois avec une détermination mathématique qui ne tolérait aucun romantisme. Elle prit soin de Benoît avec ce mélange d'autorité et de tendresse que développent les sœurs aînées quand elles doivent être un peu plus que de simples sœurs. Et Benoît, qui était intelligent et savait lire ce qui n'était pas dit, coopéra avec une facilité qui témoignait de sa bonne nature. Domenico vécut 3 ans de plus après Rose. Il mourut en février 1918 d'un problème cardiaque qui n'avait jamais été diagnostiqué, car les Fontana étaient du genre à ne consulter un médecin que lorsqu'ils n'avaient plus le choix, et le cœur de Domenico ne lui laissa pas le choix. Cécile avait 19 ans, Benoît en avait 15. Elle regarda son frère, la maison qui leur appartenait, le compte en banque qui contenait moins qu'elle n'aurait aimé l'admettre, et prit sa décision avec le calme de celle qui s'est habituée à prendre des décisions sans filet de sécurité. Ils allaient rester debout. Au cours des 4 années qui suivirent, Cécile donna des cours particuliers de piano et d'italien, fit des travaux de couture entre 2 leçons et fit durer les centimes au-delà de ce que n'importe quel centime méritait de durer. Il y avait quelque chose dans cette vie étriquée qu'elle ne qualifiait pas de souffrance, car l'appeler ainsi aurait été à la fois vrai et exagéré, et Cécile préférait la précision. C'était difficile,
Elle se débrouillait. Le ragoût était bon quand même. Benoît était studieux et déterminé, un immense soulagement dans cette équation, et en 1922, il suivait un cours préparatoire à Lyon, le regard fermement fixé sur la faculté de droit l'année suivante. Cécile était fière de son frère avec une intensité qu'elle n'essayait jamais de cacher, et que Benoît recevait avec ce mélange de gratitude et de léger embarras qui est la réaction naturelle de celui qui est aimé avec une telle force. Ce fut à cause de Benoît qu'elle accepta le travail pour la famille Beaumont. Les Beaumont étaient une riche famille lyonnaise, tirant leur fortune de l'industrie et du commerce, et ils avaient besoin d'une gouvernante pour les accompagner lors d'un voyage dans le Massif central. Il s'agissait de 15 jours, peut-être 20, dans leur résidence d'été au Puy-en-Velay, pour organiser la propriété tandis que la famille s'y installait pour la saison. Le paiement était assez généreux pour couvrir 3 mois du cours préparatoire de Benoît, avec un reste dont Cécile savait déjà à quoi il servirait, et elle accepta sans hésiter plus que le temps nécessaire pour demander ce qui serait exigé et s'assurer que c'était dans ses cordes. Madame Beaumont était une femme d'âge mûr, bien vêtue et dotée d'une éducation raisonnable, qui traitait ses employés avec la courtoisie distante de celle qui a appris les formes sans en retenir la substance. Les problèmes ne venaient pas d'elle. Le fils aîné des Beaumont, Rodolphe, avait 27 ans, et cette conviction silencieuse propre à certains hommes de famille fortunés que l'argent familial leur donnait des droits sur le monde qui les entourait, y compris sur les personnes que cet argent payait. Il avait commencé le voyage avec un ton que Cécile avait identifié dès le premier arrêt. Ce ton de conversation qui semble cordial mais qui cache une pression sous-jacente. Elle lui accorda le bénéfice du doute plus d'une fois, parce qu'elle préférait croire au meilleur des gens tant que les faits ne l'obligeaient pas à faire autrement. Les faits l'y obligèrent au 3e arrêt, un après-midi où Madame Beaumont dormait dans le wagon et où les 3 couloirs entre les cabines étaient vides. Ce que Rodolphe tenta de faire fut exécuté avec l'assurance de celui qui s'attend à ce que « oui » soit la seule réponse possible. Cécile dit « non ». Elle le dit à voix basse, sans drame, sans menace qu'elle n'avait pas les moyens de mettre à exécution. Ce fut un « non » prononcé de cette manière qui signifie que la question est définitivement close. Il y avait de la dignité dans sa façon de le dire, cette même dignité que son père lui avait enseignée sans mots, cette chose qui tient bon même quand tout autour s'effondre. Rodolphe n'apprécia pas. Les hommes habitués à entendre « oui » reçoivent rarement bien un « non » et le reçoivent encore plus mal quand ce « non » vient de quelqu'un qu'ils jugent être dans une position de dépendance. Lorsque le train fit halte dans la petite gare de Saint-Julien-des-Monts, un bourg de 3 rues et d'une petite église blanche à 50 kilomètres du Puy-en-Velay, Rodolphe glissa à sa mère à voix basse qu'il y avait un problème avec la gouvernante. Madame Beaumont, femme de confort et de la loi du moindre effort, ne posa pas de questions difficiles. Cécile se retrouva sur le quai en bois de la gare, regardant le train partir avec sa valise à l'intérieur. Elle n'avait que le petit sac qu'elle gardait avec elle pendant le voyage, contenant un peu plus de 20 francs au fond, un foulard en soie qui avait appartenu à sa mère et le petit carnet où elle écrivait des phrases en italien quand son père lui manquait. Le train disparut dans la courbe de la voie, avec cette indifférence qui n'appartient qu'au train, et Cécile resta sur le quai vide, fixant l'endroit où il s'était trouvé. Elle prit une profonde inspiration. Elle compta ses 20 francs. Elle respira de nouveau. Le chef de gare, Évariste, était un homme rondelet et bien intentionné qui lui expliqua la situation avec une tristesse sincère. Le prochain train qui s'arrêterait ici serait dans 2 jours. Il n'y avait pas d'hôtel dans le village, car la pension était fermée. La famille qui pourrait l'accueillir vivait de l'autre côté de la rivière. Et le temps, dit-il en regardant le ciel avec la familiarité de celui qui lit les nuages comme s'il s'agissait d'un livre, ne coopérerait pas pour la traverser. Le ciel au-dessus des monts était d'un gris lourd et bas qui semblait descendre, non seulement pour couvrir, mais pour presser vers le bas, comme une main grande ouverte. Cécile connaissait la différence entre une averse d'été et la pluie d'hiver des montagnes. Celle-ci appartenait à la 2e catégorie, celle qui décide de rester.
Évariste rentra chez lui avant que le temps ne se gâte complètement, regrettant sincèrement de ne pouvoir faire plus. Cécile resta seule sur le quai. La rue principale du village s'était vidée avec la rapidité avec laquelle les petits villages de campagne se vident quand il pleut, comme si le son des premières gouttes était un ordre auquel tout le monde obéissait. Elle regarda la rue déserte, les maisons dont les fenêtres se fermaient, le ciel qui continuait de descendre. Il y avait un chemin de terre, avait mentionné Évariste, qui menait en direction de Saint-Flour et rejoignait finalement la route principale vers le Puy-en-Velay. À pied, il était impossible d'arriver à un endroit utile dans un délai raisonnable, mais peut-être qu'une calèche ou une charrette passerait. C'était un mauvais pari. Mais rester sur le quai vide avec la pluie qui arrivait était également un mauvais pari, et au moins marcher donnait la sensation de faire autre chose qu'attendre. La pluie commença 15 minutes après qu'elle eut quitté le village. Elle ne fut pas graduelle. Ce fut comme un robinet grand ouvert d'un coup, une trompe d'eau qui transforma le chemin de terre en un ruban de boue sombre en l'espace de quelques minutes. Son petit sac fut trempé avant qu'elle n'ait eu le temps de le protéger. Le froid, qui dans le massif central en août était déjà mordant quand il était sec, se dota de dents une fois mouillé. Le genre de froid qui pénètre à travers les vêtements comme s'ils n'existaient pas et va directement jusqu'aux os, avec une efficacité qui ne laisse aucune marge pour l'ignorer. Cécile marcha la tête baissée contre le vent. Ses chaussures en cuir absorbaient la boue avec un bruit de succion à chaque pas. Elle pensa à Benoît, qui trouverait toute cette situation amusante s'il la connaissait, et qui le paierait cher quand elle pourrait la lui raconter. Elle pensa à Madame Beaumont, endormie dans le train, tandis que la calèche roulait vers le Puy-en-Velay avec la valise de Cécile dans le coffre. Elle pensa à Rodolphe, avec le genre de pensée brève et ferme que l'on accorde aux choses qui n'en méritent pas davantage. Dans le tronçon où le chemin décrivait une large courbe et où le talus d'à côté était escarpé, elle posa le pied au mauvais endroit. Une pierre branlante, couverte de boue, se déroba sous son pied avec une trahison parfaite pour son genou, et elle tomba sur le côté, glissant d'1,50 m le long du talus de terre mouillé, jusqu'à s'arrêter dans un creux où l'eau s'était déjà accumulée en une flaque peu profonde et sombre. Elle resta là une seconde, à évaluer la situation. Rien de cassé, juste une égratignure sur la paume de sa main gauche, où elle avait tenté de s'agripper pendant la chute, et un état de trempage qui rendait toute distinction entre vêtements et eau purement théorique. Elle resta assise sur le talus un instant de plus qu'il n'était nécessaire. La pluie s'abattait sans pitié. L'obscurité tombait plus vite qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Et pour la première fois depuis que le train était parti, la peur est vraiment venue. Non pas la petite peur de l'inconfort passager, mais cette autre peur, celle qui s'installe dans l'estomac et qui a la texture de la pierre. Cécile Fontana, 23 ans, fille d'un musicien lombard et d'une paysanne du Cantal, assise dans la boue d'un chemin de terre au milieu des monts d'Auvergne, avec 20 francs et un petit carnet mouillé dans son sac, ne savait pas quoi faire ensuite. C'est alors qu'elle entendit le bruit des sabots sur le chemin. La calèche était lourde et fermée, tirée par 2 chevaux pis qui avançaient avec la prudence des animaux entraînés aux routes difficiles. Le cocher, Gaspard, un homme aux cheveux entièrement blancs qui conduisait des calèches depuis si longtemps qu'il semblait avoir été créé pour ce siège précis, aperçut l'ombre sur le talus et leva la main droite, demandant une pause avant de prendre toute décision. Auguste Delval ouvrit la fenêtre de la calèche avec une impatience contenue. Il savait que Gaspard ne s'arrêtait sans raison que lorsqu'il y avait une véritable raison. Mais néanmoins, la dernière chose qu'il souhaitait ce soir-là, c'était une complication. Il avait passé 2 jours au Puy-en-Velay pour régler un litige foncier avec le notaire local, ce qui, pour tout ce qui impliquait un notaire en 1922, se transformait en journée de mise à l'épreuve de la patience. Il avait froid, était légèrement tendu et n'avait qu'une hâte, être chez lui. La silhouette sur le talus était une jeune femme, trempée, avec une coupure sur la paume de la main, que le mélange de sang et de pluie rendait plus dramatique qu'elle ne l'était probablement. Et elle essayait de se relever avec une contenance que les circonstances rendaient extraordinaire.
Auguste la regarda pendant une seconde qui dura plus longtemps qu'il n'était nécessaire. C'est son attitude qui l'empêcha de dire à Gaspard de continuer. N'importe qui d'autre, sur ce talus, sous cette pluie, aurait eu l'air de quelqu'un qui a déjà renoncé à toute prétention à la dignité. Cette femme essayait de se lever de la boue comme si elle se levait d'une chaise bien sage dans un salon de réception, et il y avait dans ce refus obstiné de céder quelque chose qui perça, sans demander d'autorisation, l'épaisse couche d'indifférence qu'il cultivait depuis 5 ans. Il descendit de la calèche, sans savoir exactement pourquoi il le faisait. Cécile l'aperçut alors qu'il était déjà sur le bord du chemin, tendant la main vers le talus. Grand, un manteau sombre que la pluie avait encore plus assombri, et une expression qu'elle n'arrivait pas à bien classifier dans cette lumière grise, mais qui n'était pas hostile. Elle hésita une seconde, le temps nécessaire pour évaluer. Il attendit, sans impatience feinte et sans retirer sa main. Elle accepta la main. Sa main était chaude malgré le froid, et ferme de cette fermeté spécifique de celui qui sait exactement quelle force est nécessaire, ni plus ni moins. En quelques secondes, elle fut debout sur le bord du chemin, face à un homme aux yeux bruns et aux cheveux châtains marqués des premiers fils blancs aux tempes, qui la regardait en retour avec une expression qu'elle ne pouvait décrire que comme évaluative. Pas accusatrice, évaluative, ce qui est différent. Il lui demanda où elle allait. Cécile lui dit ce qui s'était passé, la gare, le train, la valise, la route. Elle le dit brièvement, sans fioriture, parce qu'un instinct lui souffla que c'était le genre d'homme qui préférait les faits à la narration. Il écouta, sans l'interrompre, avec l'attention de celui qui écoute vraiment et n'attend pas seulement son tour pour parler. Quand elle eut terminé, il garda le silence un instant. La pluie continuait avec l'obstination des pluies d'hiver en montagne. La nuit avait finalement décidé de tomber pour de bon, et la route devint plus sombre et plus longue qu'elle ne le paraissait à la lumière du jour. Auguste Delval dit qu'il allait prendre la route de Saint-Flour, et qu'elle pouvait monter si elle le souhaitait. Il dit cela avec la neutralité de celui qui offre une faveur pour laquelle il n'exige pas de remerciement. Cécile comprit avec cette capacité qu'elle avait à lire les petites choses qu'il rendait délibérément facile pour elle d'accepter sans se sentir redevable, et cela la désarma plus que ne l'aurait fait n'importe quelle gentillesse ostentatoire. Elle dit merci et monta dans la calèche. L'intérieur de la calèche sentait le vieux cuir et quelque chose de légèrement boisé, du cèdre peut-être, et il y avait une couverture pliée sur le siège que Cécile regarda, mais ne prit pas parce qu'elle était trop trempée pour être polie avec les tissus des autres. Auguste monta juste derrière, s'assit du côté opposé et frappa le toit avec les jointures de ses doigts, signal pour que Gaspard reparte. Pendant une dizaine de minutes, aucun des deux ne parla. La pluie battait sur le toit de la calèche avec un rythme irrégulier qui était presque réconfortant, et le balancement doux des chevaux sur le chemin avait la cadence de quelque chose qui invite au repos. Cécile regardait par la petite fenêtre, où il n'y avait pas grand-chose à voir à part l'obscurité et la pluie, et se concentra pour ne pas trembler visiblement, car elle avait froid, mais préférait ne pas le montrer. Ce fut Auguste qui parla le premier, sans la regarder, avec cette voix qu'elle apprendrait plus tard à associer au moment où il se passait quelque chose de réel sous les mots. Il lui demanda si quelqu'un l'attendait au Puy-en-Velay. Cécile dit que non, que le service avec la famille s'était terminé avant de commencer, et que maintenant elle devait trouver le moyen de retourner à Lyon. Il lui demanda s'il y avait de la famille là-bas. Elle dit qu'elle avait un frère. Il y eut une autre pause. Auguste l'observa à la dérobée, et elle remarqua que ses yeux bruns évaluaient sans être cruels. Il dit que Saint-Flour était à 12 kilomètres, qu'il y avait un hôtel décent là-bas, mais qu'avec cette pluie, Gaspard ne risquerait pas de faire toute la route ce soir-là. Le domaine de Valcombe était à 6 kilomètres d'ici. Elle pouvait y passer la nuit. Il ne posait pas exactement la question, mais il ne donnait pas non plus d'ordre. Il présentait la situation telle qu'elle était et lui laissait la décision. Cécile dit qu'elle acceptait avec gratitude. Il hocha la tête une fois et reporta son regard vers l'obscurité au dehors.
le domaine de Valcombe apparut d'abord sous forme de lumière. 2 lanternes à l'entrée d'un portail en fer forgé, et derrière elle, la silhouette sombre d'une grande maison à 2 étages, avec un long perron à l'avant qui la protégeait de la pluie, comme une paire de bras tendus. Il y avait des châtaigniers le long de l'allée d'entrée, leurs troncs lisses et sombres, reconnaissables même dans la pénombre, et un jardin dont Cécile comprit, même d'un coup d'œil et dans le noir, qu'il avait été beau, en des temps où on s'en occupait davantage. Gaspard arrêta la calèche devant le perron avec la précision de celui qui connaît chaque pierre de ce sol. Un jeune garçon, Gilles, qui avait le sommeil léger et avait entendu la calèche de loin, sortit par la porte latérale avec une lanterne avant que quiconque n'ait besoin de l'appeler. Auguste descendit le premier et se retourna pour lui offrir sa main, cette fois sans l'urgence de la pluie, seulement par protocole ou par habitude. Cécile descendit, les pieds douloureux dans ses chaussures trempées, et resta un instant immobile sur le perron, sentant la pluie battre à l'extérieur tandis qu'elle était à l'abri, pour la première fois depuis des heures. La sensation fut si bonne qu'elle ferma les yeux pendant 1 seconde. Quand elle les rouvrit, il la regardait avec cette expression qu'elle ne savait pas encore nommer. Marceline apparut à la porte de la maison avant qu'on ait besoin de l'appeler. Comme cela arrivait toujours avec Marceline, qui avait un 6e sens pour la présence humaine, qu'elle-même attribuait à des années de veille, et qui était probablement quelque chose de plus ancien que cela. C'était une femme de presque 60 ans, robuste, avec des cheveux gris noués en un chignon serré, et un tablier qui semblait faire partie intégrante de son anatomie. Elle regarda Cécile, prit note mentalement de tout ce qui devait être noté et agit avec l'efficacité de celle qui ne perd pas de temps à évaluer ce qui peut être résolu. Elle envoya Gilles chercher des serviettes. Elle dit à Auguste, avec la familiarité de celle qui a gagné ce droit par des décennies de confiance, qu'il dégoulinait dans l'entrée et qu'il ferait bien d'y remédier. Elle prit Cécile par le bras avec une fermeté douce et la conduisit à l'intérieur, comme quelqu'un qui ramasse une chose restée sous la pluie, sans raison. L'intérieur de la maison était grand et avait l'odeur caractéristique des vieilles maisons bien entretenues, ce mélange de bois ciré à la cire d'abeille et d'une légère senteur florale lointaine que Cécile ne put identifier immédiatement, mais qui était chaleureuse. Les murs étaient épais en pierre de taille enduite de chaux blanche, et la chaleur qu'ils conservaient était du genre qui pénètre lentement et reste, ce n'est pas la chaleur d'un feu de cheminée qui disparaît quand le bois est consumé, mais la chaleur emmagasinée que la pierre garde comme une promesse tenue. Marceline la conduisit au 2e étage, dans une chambre au bout du couloir, avec une fenêtre donnant sur la cour. C'était simple mais impeccablement propre, avec un couvre-lit en patchwork dans des tons qui rappelaient un jardin, un tapis au crochet sur le parquet en bois sombre et une carafe d'eau fraîche sur la commode. Il y avait une bougie allumée sur la petite table de nuit qui projetait des ombres douces sur les murs de chaux et rendait la chambre plus petite et plus douillette que ses dimensions réelles. Marceline demanda si mademoiselle voulait dîner. Cécile dit qu'elle ne voulait pas déranger, qu'elle allait bien. Marceline dit, avec l'autorité pacifique de celle qui n'a jamais pris un non au sérieux, quand elle savait que c'était un mensonge, que la cuisine avait une marmite et que la marmite avait du bouillon, que ça prenait 5 minutes à réchauffer et qu'être trempé par la pluie avec une coupure à la main n'était pas la même chose qu'aller bien, non monsieur. Cécile resta silencieuse un instant. Puis elle dit qu'une soupe chaude lui ferait beaucoup de bien. Marceline hocha la tête avec la satisfaction de celle qui a confirmé ce qu'elle savait déjà, et s'en alla. La soupe arriva dans une grande tasse en céramique, chaude de cette chaleur des choses faites avec le temps, sentant l'ail et le laurier, avec des morceaux de légumes ruraux et du poulet effiloché qui fondait sur la langue. Il y avait aussi une épaisse tranche de pain de campagne, avec un morceau de Cantal, que Marceline avait décidé d'inclure sans le mentionner, de ce fromage fermier authentique qui a une texture et un goût que ceux qui y goûtent une fois n'oublient jamais. Cécile mangea tout lentement dans la chambre, assise sur le lit avec le couvre-lit enroulé sur ses épaules, écoutant la pluie dehors et la maison calme tout autour. Elle pensa à Benoît.
Elle pensa à ce qu'elle lui dirait de cette nuit quand elle serait de retour. Elle se dit qu'il y avait une grâce involontaire dans tout cela. Le genre de grâce qui ne devient visible qu'après, quand on est assez en sécurité pour regarder en arrière sans avoir peur. Elle s'endormit plus vite qu'elle ne l'aurait cru, la tasse vide sur la commode et la pluie jouant le rôle de berceuse sur la fenêtre d'août. Le matin arriva avec ce froid spécifique du mois d'août dans les montagnes, le genre qui entre par la fenêtre avant même que vous n'ouvriez les yeux et qui vous annonce déjà comment sera la journée. Cécile se réveilla sans savoir un instant où elle était, regarda le plafond en bois sombre avec ses poutres épaisses et la mémoire de la nuit précédente revint en ordre. Train, pluie, talus, calèche, domaine, tasse, couvre-lit. Elle resta tranquille un instant, écoutant la maison. Une grande maison au cœur du massif central a une texture sonore qui lui est propre et qui ne ressemble à aucune autre. Il y avait des pas quelque part en bas, le tintement lointain de la vaisselle qu'on déplaçait, le meuglement d'une vache qui semblait beaucoup plus proche que le meuglement d'une vache ne le semble à Lyon, et l'odeur du café qui était monté jusqu'au 2e étage avec une détermination admirable, traversant tous les étages et les couloirs sans perdre de sa force, comme si le café savait qu'il était nécessaire. Cécile se leva, plia le couvre-lit avec le soin que sa mère lui avait enseigné, rangea le peu qu'il y avait à ranger et descendit. Elle trouva Marceline dans la cuisine en plein contrôle d'une cocotte de soupe et d'un café qui filtrait dans une chaussette en tissu sur une structure en bois posée sur la cuisinière à bois. Le bois brûlait avec un crépitement sourd et constant qui était le métronome du matin. Marceline dit bonjour sans se retourner et désigna la table du menton. La table était recouverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs, décolorée par de nombreux lavages mais bien repassés, et il y avait dessus une tasse déjà dressée, différente des autres tasses que Cécile pouvait voir sur le buffet. Celle-ci était bleue, avec un motif de petites fleurs peintes à la main d'un bleu plus foncé, clairement ancienne et clairement traitée avec soin. Cécile s'assit et dit bonjour. Marceline versa le café de cette main ferme qui ne renverse pas une seule goutte et resta silencieuse pendant quelques secondes qui eurent le poids d'une observation. Puis elle dit, avec un naturel qui rendait l'information presque anecdotique, que la tasse bleue était pour les personnes qui allaient rester. Cécile regarda la tasse, puis Marceline, qui était retournée à sa cuisinière avec l'expression neutre de quelqu'un qui n'a rien dit de spécial. Elle resta à regarder son café un moment. Auguste apparut à 7h30, ponctuel avec la précision de quelqu'un dont la journée a une structure délibérée et qui l'a choisie ainsi. Il entra par la porte du couloir extérieur, portant déjà ses bottes de travail, le manteau de la veille remplacé par un manteau en flanelle grise qui avait connu bien des hivers. Il vit Cécile à table, ne fut pas surpris, ou ne laissa pas la surprise transparaître sur son visage, et dit bonjour avec une formalité qui n'était pas exactement froide, mais qui comportait une distance intrinsèque, comme quelque chose de construit il y a longtemps et entretenu avec soin. Cécile dit bonjour et le remercia pour l'hospitalité de la nuit. Il dit qu'il avait envoyé Gaspard à Saint-Flour tôt le matin pour s'enquérir de la situation du train de retour vers Lyon et qu'il aurait des informations à midi. Elle dit merci. Il y eut un silence qu'aucun des deux ne sembla vraiment savoir comment rompre. Marceline résolut le problème en servant le café d'Auguste, ce qui brisa la géométrie du moment avec l'efficacité que Marceline appliquait à tout. Auguste but son café debout, regardant par la fenêtre de la cuisine vers la cour de la ferme où les ouvriers commençaient déjà leur journée avec ce rythme propre aux gens qui se lèvent avant le jour. Cécile l'observa un instant et conclut qu'il n'était pas le genre d'homme à aimer faire la conversation le matin. Ou peut-être n'était-il pas du genre à aimer faire la conversation en général. Ou peut-être était-il de ceux qui avaient appris, avec soin et au fil d'un temps considérable, à s'en passer. Elle préféra ne pas spéculer davantage sans données suffisantes. Gaspard revint à midi avec les nouvelles, et les nouvelles n'étaient pas bonnes.
La pluie de la nuit précédente avait endommagé un tronçon de la voie ferrée à quelques kilomètres de Saint-Julien-des-Monts, où l'eau avait emporté le remblai sous les rails sur une distance considérable. Des hommes y travaillaient, mais les prévisions du chef de chantier étaient de 4 à 5 jours avant que les trains ne recommencent à circuler en toute sécurité. Le trajet par la route était long et coûteux, et 20 francs étaient bien loin de couvrir ce que cette dépense exigeait. Auguste écouta le rapport de Gaspard sur le perron avant avec la même expression avec laquelle il écoutait tout, cette quiétude évaluative. Cécile se tenait de l'autre côté du perron, debout, les mains jointes devant elle. Elle dit qu'elle le remerciait infiniment pour ce qu'il avait déjà fait et qu'elle allait s'arranger, qu'il y avait certainement une solution qu'elle n'avait pas encore vue, mais qui apparaîtrait. Auguste tourna la tête et la regarda. Il dit qu'il y avait du travail au domaine qui devait être fait et que Marceline était sans aide depuis que la dernière jeune fille s'était mariée et était partie 3 mois plus tôt. Si elle voulait donner un coup de main en attendant que le train reprenne, le gîte et le couvert seraient un paiement suffisant. Il dit cela avec la même neutralité avec laquelle il offrait tout, ce qui rendait facile de dire non si elle le souhaitait. Cécile comprit que c'était une offre de dignité déguisée en pragmatisme. Il y avait du respect là-dedans, ce genre de respect que l'on reconnaît parce qu'il est rare. Elle dit qu'elle acceptait. Auguste hocha la tête. Il dit quelque chose à Gaspard à propos du toit de la grange et descendit les marches du perron avec cette démarche de celui qui sait exactement où il pose les pieds. Cécile resta à regarder son dos s'éloigner. Marceline surgit à côté d'elle avec cette habitude qu'elle avait d'apparaître quand il y avait quelque chose à dire, et dit d'une voix basse, presque comme si elle parlait à l'air ambiant, que le patron était un homme bon. Cécile dit qu'il en avait l'air. Marceline dit que « avait l'air » était le mot juste, parce qu'il faisait beaucoup d'efforts pour que les gens s'en tiennent aux apparences. Elle dit cela et s'en alla avant qu'on puisse lui poser des questions. Cécile garda cette phrase en tête le reste de l'après-midi. Le domaine de Valcombe s'étendait sur des centaines d'hectares de terre, avec un élevage de vaches salaires et aubrac, des champs de blé et de lentilles, 4 ouvriers agricoles à plein temps en plus de Gaspard et Gilles, et une grande bâtisse qui avait été construite par le père d'Auguste, Jacques Delval, dans les années 1880, avec de la pierre volcanique pour les murs extérieurs, des planchers et des poutres en bois massif, et un perron à l'avant qui avait vu des générations de la famille s'asseoir à la fin de la journée pour écouter le monde s'apaiser. C'était un domaine prospère, cela ne faisait aucun doute, mais il avait cet air particulier des endroits où l'organisation a pris la place de la chaleur humaine. Tout était propre, entretenu, dans un ordre parfait. Les choses avaient une place et y restaient. Les routines étaient accomplies avec une ponctualité qui tenait plus du protocole que de l'habitude vécue. Il y avait des fleurs dans le jardin de devant, parce que des fleurs dans un jardin de domaine était une convention, non pas parce que quelqu'un les avait choisies par goût personnel. Il y avait un piano droit dans le salon, parce qu'un piano dans une grande maison était un signe de culture. Et le piano avait son couvercle fermé sous une housse de velours qui n'avait pas été soulevée depuis un temps que Cécile ne parvint pas à estimer. Elle remarqua ces choses au cours des 2 premiers jours, avec cette habitude de prêter attention à ce que les autres ignoraient. Elle remarqua la housse sur le piano. Elle remarqua le tableau brodé dans le couloir du 2e étage, fait avec une patience et un amour évident, devant lequel Auguste passait tous les jours sans le regarder. Elle remarqua qu'il y avait des vases en faïence blanche sur les rebords des fenêtres du salon, beaux, du genre fait pour recevoir des fleurs, et qu'ils étaient vides. Elle remarqua aussi qu'Auguste sortait de la maison à 6 heures du matin, et revenait à 6 heures du soir, avec la régularité d'un mécanisme, qu'il dînait avec efficacité et disait l'essentiel, puis restait dans son bureau avec les papiers du domaine jusqu'à 10 heures du soir. Qu'il y avait dans tout ce qu'il faisait une compétence froide et une absence tout aussi froide de quoi que ce soit qui dépassât le strict nécessaire. Elle essayait de comprendre l'endroit. Chaque endroit a sa propre grammaire,
et Cécile apprenait les grammaires rapidement. Le troisième jour, elle trouva le jardin à l'arrière. Il se trouvait derrière la maison principale, séparé de la cour de la ferme par une clôture en rondin qui avait un besoin urgent de réparation. C'était un jardin qui avait été grand et bien pensé. Cela apparaissait clairement dans sa structure. Les parterres organisés avec des bordures en pierre de rivière, les allées de galets blancs entre eux, l'espace circulaire au centre qui avait été conçu pour une fontaine qui n'existait pas ou qui avait été retirée. Il y avait eu une planification ici, le plan de quelqu'un qui s'était assis avec un papier et un crayon et avait décidé avec intention à quoi cet espace devait ressembler. Mais cela faisait au moins 5 ans que personne ne s'en occupait. Les mauvaises herbes avaient envahi les parterres avec l'efficacité démocratique qu'ont les mauvaises herbes, sans distinction entre ce qui avait été planté avec amour et ce qui avait simplement poussé. Les rosiers avaient grandi sans direction, sans taille, s'entrelaçant en une trame qui ressemblait plus à un mur qu'à un jardin. Mais il y avait encore des roses, petites et têtues, couleur lit de vin délavé, qui survivait malgré l'abandon avec une obstination que Cécile trouva de manière inattendue, émouvante. Elle se tint au bord du jardin, les mains dans les poches du tablier prêté par Marceline, regardant le chaos verdoyant et réfléchissant. Elle demanda à Marceline ce même après-midi à qui avait appartenu le jardin. Marceline resta silencieuse un instant plus long que nécessaire. Puis elle dit qu'il avait appartenu à Madame Claire. Cécile hocha la tête sans poser d'autres questions, car il y avait un poids dans cette réponse dans lequel il ne fallait pas entrer de n'importe quelle manière. Claire. Le nom se posa sur elle comme se pose un oiseau qui ne prévient pas combien de temps il va rester. Dans les jours qui suivirent, Cécile reconstitua l'histoire comme on assemble un puzzle trouvé dans un tiroir, pièce par pièce, sans avoir la boîte comme référence. Marceline était la source principale, non pas parce qu'elle était bavarde, ce qu'elle n'était pas, mais parce que lorsqu'elle faisait confiance à quelqu'un, elle parlait avec une honnêteté qui était presque dérangeante. Et elle avait décidé de faire confiance à Cécile avec la même rapidité et la même certitude avec lesquelles elle avait posé la tasse bleue sur la table. Claire Laurent était arrivée au domaine de Valcombe en tant que fiancée d'Auguste en 1917, après des fiançailles menées avec affection et décence, et était restée un peu plus de 8 mois avant que la fièvre typhoïde n'emporte tout en novembre de cette même année. Elle était la fille d'un propriétaire terrien du Puy-en-Velay, une femme à la présence douce et au goût raffiné qui avait apporté au domaine le jardin, la broderie sur le mur du couloir, les fleurs dans les vases sur les rebords de fenêtres et la musique que le piano avait gardée à l'intérieur de lui depuis lors, enfermée sous cette housse de velours sombre. Marceline dit qu'Auguste avait 27 ans quand Claire était morte, qu'il s'était marié en mars et qu'elle était partie en novembre de la même année, qu'il avait passé 1 semaine sans sortir de sa chambre ensuite et que Marceline avait laissé la nourriture à la porte sans frapper parce qu'il y a des heures où la seule chose que l'on puisse faire pour quelqu'un est de lui laisser de l'espace. Que lorsqu'il s'était remis à fonctionner, il était revenu différent, plus fermé, plus précis, comme s'il avait décidé que ressentir était un risque qui ne valait pas la peine d'être couru à nouveau. Cécile écouta cela un mercredi en fin d'après-midi, avec une tasse de thé qui refroidissait devant elle. Elle resta silencieuse un moment. Elle dit qu'elle comprenait. Marceline dit que comprendre n'était pas la même chose que savoir quoi faire de ce qu'on a compris. Cécile regarda la cuisinière et dit que c'était également vrai. Marceline acquiesça avec cette expression de celle qui a clos un sujet sans le fermer définitivement. L'après-midi du 5e jour, Cécile passa devant le salon et s'arrêta. Ce n'était pas la première fois qu'elle passait par le salon, et ce n'était pas la première fois que le piano droit attirait son attention depuis le seuil de la porte. Mais il y avait quelque chose cet après-midi-là. Peut-être la lumière de fin de journée qui entrait par la fenêtre et frappait de biais le vernis sombre de l'instrument, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait oublié, qui la fit s'arrêter pour de bon.
La maison était silencieuse. Auguste était dans les pâturages avec les ouvriers. Marceline était dans la cour arrière à s'occuper des poules. Gilles était allé à Saint-Flour chercher des provisions avec Gaspard. Il y avait cette quiétude particulière des domaines de campagne l'après-midi, quand les travaux principaux de la journée sont terminés et que le temps avant le dîner n'est pas encore arrivé, et que le silence a la texture de quelque chose qui attend. Cécile entra lentement dans le salon. Elle passa ses doigts sur le bord du couvercle fermé du piano, sentit le velours de la housse qui le recouvrait, dense et recouvert de la légère poussière des années immobilisée dessus. Elle souleva la housse avec précaution, la plia sur le dessus avec ce soin qu'elle avait hérité de sa mère pour les choses qui le méritaient. Le couvercle du clavier était fermé par un simple loquet en laiton. Elle l'ouvrit. Les touches étaient en ivoire véritable, jaunies de façon inégale comme les dents d'un vieil animal, et quand elle passa le doigt sur le dos central, le son qui en sortit était bien plus accordé qu'elle ne l'aurait cru. Légèrement étouffé par les années de silence, mais accordé, comme si le piano avait attendu avec la patience qu'ont les choses inanimées lorsqu'elles ont été fabriquées avec qualité. Cécile s'assit sur le tabouret, ajusta la distance, plaça ses mains sur le clavier, avec le geste de celle qui revient dans un endroit qu'elle connaît par cœur, et joua. Elle joua une mélodie que son père lui avait apprise, une chanson du nord de l'Italie dont elle ignorait le nom, juste une séquence de notes qui montaient et descendaient comme la respiration humaine, simple et belle, avec cette beauté des choses qui n'essaient pas d'être plus que ce qu'elles sont. Elle joua lentement, avec la délicatesse de celle qui expérimente le silence d'un lieu avant de le remplir, laissant chaque note se poser avant de passer à la suivante. La musique ouvrit la pièce, comme une fenêtre grande ouverte change l'air d'une chambre. Elle n'entendit pas les pas dans le couloir, parce qu'elle était à l'intérieur de la mélodie, dans cet endroit de celle qui joue de mémoire, et pas seulement de technique, où les mains connaissent le chemin, et où l'esprit peut aller ailleurs. Elle ne s'aperçut qu'il y avait quelqu'un que lorsque, arrivée à la fin du morceau et laissant le dernier accord se dissiper dans l'air, avec la lenteur de la chose qui ne veut pas finir, elle leva les yeux. Auguste Delval se tenait dans l'encadrement de la porte du salon. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était là. Mais il y était, et il y avait en lui, dans cette silhouette immobile sur le seuil, quelque chose qu'elle n'avait pas vu au cours des 5 jours précédents. Quelque chose qui se cachait sous toute cette organisation minutieuse et cette distance cultivée. Il y avait quelque chose qui ressemblait à la fois à de la douleur et de l'étonnement, comme quelqu'un qui entend un son qu'il avait oublié et que l'oubli fait plus mal que le souvenir. Cécile resta immobile. Elle ne retira pas ses mains du clavier d'un seul coup. Elle les laissa glisser lentement jusqu'à ce qu'elles reposent sur ses genoux. Il resta à la regarder un instant qui eut du poids, sans faire de bruit. Puis il dit, d'une voix légèrement différente de celle avec laquelle il avait parlé tous les autres jours, que le morceau était beau. Cécile dit qu'il était de son père. Auguste regarda le piano un instant, un regard qui contenait en lui une conversation qui n'était pas avec elle. Puis il dit « bon après-midi » et s'en alla par le couloir avec sa démarche habituelle. Cécile resta assise sur le tabouret après son départ, écoutant la maison retourner au silence. Il y avait quelque chose dans ce silence maintenant qui n'était pas vide. Elle ne savait pas encore ce que c'était, mais il y avait quelque chose. Les journées au domaine de Valcombe acquirent peu à peu une texture propre, comme cela arrive avec les jours, n'importe où, quand on commence à connaître les rythmes du sol sur lequel on marche. Cécile découvrit que son utilité dans le domaine allait au-delà de ce qu'Auguste avait vaguement suggéré en parlant d'aider Marceline. Il y avait une comptabilité des provisions qui avait 3 mois de retard parce que Marceline était une cuisinière exceptionnelle, mais entretenait avec les chiffres une relation de distance respectueuse et réciproque. Il y avait des raccommodages sur les vêtements de travail qui attendaient des mains patientes. Il y avait une boîte de courrier qu'Auguste ouvrait, lisait et à laquelle il répondait, mais dont les copies n'avaient jamais été organisées de manière à ce qu'il soit logique de les retrouver par la suite.
Elle prit ces choses en charge sans que personne ne le lui demande, parce qu'elle avait l'œil pour voir ce qui devait être fait et des mains qui ne savaient pas rester inactives sans but. Marceline observa cela avec une approbation qui se manifestait par de plus grosses tranches de foie au goûter et par des portions plus généreuses au repas, une communication affective que Cécile comprit dès le premier jour. Auguste ne dit rien sur les registres de comptabilité réorganisés qui apparurent sur le bureau, mais ils apparurent à l'endroit exact où il travaillait, et elle remarqua le jour suivant qu'il en avait consulté un. C'était suffisant. Le jardin à l'arrière devint une partie des matinées de Cécile, de la même façon naturelle dont les choses qui doivent être faites trouvent les personnes qui savent les accomplir. Elle emprunta à Gilles une paire de gants de travail, demanda à Marceline de lui montrer où étaient les outils, et commença par la bordure extérieure, coupant ce qui avait poussé au-delà de ses droits. Les rosiers prirent 3 jours de travail minutieux, car il y avait des épines qui ne pardonnaient pas la hâte. Et elle respectait cela comme on respecte les conditions posées par les choses qui valent l'effort. Elle tailla avec patience, une branche à la fois, découvrant sous l'enchevêtrement la structure qui avait été planifiée avec soin des années auparavant. Les parterres en arc, les allées de galets, avec ce dessin qui était simple, mais qui avait une intention, la forme ronde au centre. C'était comme découvrir l'architecture d'une idée que quelqu'un avait eue avec amour et que le temps avait essayé d'effacer sans y parvenir tout à fait. Le 8e jour, alors qu'elle avait nettoyé la moitié du jardin et révélé certains des parterres de pierre qui étaient cachés sous des couches de mauvaises herbes, Auguste passa devant la fenêtre du bureau qui donnait sur l'arrière et s'arrêta. Elle tournait le dos à la fenêtre, accroupie, arrachant une souche à 2 mains, les cheveux retenus par un foulard de Marceline et les gants de Gilles relevés au bout des doigts parce qu'ils étaient bien trop grands pour ses mains. Il resta à la regarder pendant un temps que lui-même n'aurait su mesurer, puis il s'éloigna sans rien dire, mais il s'éloigna plus lentement qu'il n'était arrivé. La semaine se refroidit progressivement, comme le mois d'août en montagne a l'habitude de le faire quand il décide de montrer qu'il a encore des ressources. Les nuits atteignirent des températures frôlant les 10 degrés, ce froid sec et pur de l'altitude qui n'a pas d'humidité mais qui a de la profondeur. Cécile avait pris l'habitude de s'asseoir sur le perron après le dîner, quand la maison s'apaisait et que le ciel des montagnes se remplissait de tant d'étoiles, que cela semblait exagéré, comme si l'univers faisait de la publicité pour lui-même. Elle y apportait un livre ou sa broderie et y restait 30 ou 40 minutes, un moment dont elle avait commencé à avoir besoin dans sa journée comme elle avait besoin de son café le matin. La 10e nuit, elle était sur le perron avec sa broderie quand elle sentit le poids de quelque chose se poser sur ses épaules. C'était un châle en laine épaisse, de couleur vert mousse, chaud de la chaleur de celui qui l'avait porté contre lui. Elle tourna la tête et vit Auguste s'éloigner dans le couloir intérieur de son pas habituel, sans se retourner. Cécile regarda son dos un moment. Puis elle regarda vers le bas, vers le châle sur ses épaules, et serra légèrement la laine entre ses doigts. Il y avait ce léger parfum de cèdre qu'elle avait appris à associer à ses manteaux, presque imperceptible, mais bien là. Elle reprit sa broderie sans rien dire. Mais il y eut un petit sourire qu'elle n'avait pas cherché à faire apparaître et qui se dessina tout seul, comme le font les choses qui sont honnêtes. Le lendemain matin, elle plia le châle soigneusement et le posa sur la chaise du bureau, près de l'endroit où il travaillait, sans commentaire. Il redevint son châle à lui. Mais le geste avait existé, et tous deux le savaient, et c'était le genre de conversation qui n'a pas besoin de mots pour être réel. Il y avait un litige sur la délimitation des terres avec un voisin qu'Auguste était en train de régler, ce qui impliquait d'anciennes cartes, des documents notariés et une quantité de notes manuscrites de son père qui étaient difficiles à déchiffrer parce que Jacques Delval avait développé une écriture qui relevait de l'art abstrait avant d'être de la communication écrite. Un jeudi après-midi, il était devant les papiers étalés sur la grande table de la salle à manger, la seule qui offrait assez d'espace,
et marmonnait pour lui-même à propos d'une note de bas de page qui n'avait de sens dans aucune direction. Cécile passa devant la porte, vit la géométrie du problème et s'arrêta. Elle demanda si elle pouvait aider. Il leva les yeux avec une expression qui n'alla pas jusqu'à la surprise, mais qui s'en approcha. Il dit qu'il s'agissait de documents cadastraux, de vieux registres. Elle dit que son père avait été professeur et qu'elle avait appris à lire les écritures anciennes depuis toute petite, que les élèves plus âgés apportaient parfois des lettres de proches pour qu'elle les aide à les déchiffrer, et que l'écriture des propriétaires terriens de la campagne française du siècle précédent était une spécialité qu'elle avait développée plus qu'elle ne l'avait prévue. Il y eut une pause qu'Auguste utilisa pour prendre une décision qu'il ne voulut pas nommer comme telle. Il recula sa chaise pour lui faire de la place, et elle s'approcha, se penchant sur la table, pour voir le document qu'il montrait. Ils se retrouvèrent tous deux avec les épaules au même niveau, elle légèrement plus basse, lui légèrement penché pour montrer le passage en question, et la distance entre eux était peut-être de 10 centimètres. Cécile lut à voix basse, assemblant les anciennes lettres cursives avec la patience de celle qui avait fait cela de nombreuses fois. Elle dit que la note indiquait que la frontière suivait le ruisseau à sec les années de faible pluie et la borne de granit les années de forte pluie, ce qui était une manière campagnarde de dire que cela dépendait de la saison et de l'humeur du temps, ce qui était soit très intelligent, soit très compliqué selon le juge qui examinerait l'affaire. Auguste resta silencieux une seconde. Puis il tourna légèrement la tête pour la regarder, et elle, dans le même mouvement, tournait la tête pour le regarder, et la distance entre leurs deux visages fut soudainement plus petite que ce qu'aucun d'eux n'avait prévu. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre latérale et frappait ses yeux à elle, de cette couleur de miel qu'il avait remarquée auparavant, mais de loin et jamais d'aussi près. Aucun des deux ne bougea pendant un instant. Ce fut Cécile qui se redressa la première, lentement, reprenant sa posture debout avec un naturel qu'elle espérait paraître désinvolte. Elle dit que c'était l'interprétation qui avait le plus de sens dans le contexte du document. Auguste dit, d'une voix légèrement différente de sa façon de parler habituelle, qu'elle avait raison. Elle posa avec soin les documents qu'elle tenait sur la bonne pile, dit que s'il avait besoin de plus d'aide, elle était là, et sortit de la pièce. Ce n'est qu'une fois dans le couloir qu'elle réalisa qu'elle avait oublié de respirer normalement pendant un bon moment. Le courrier arrivait au domaine de Valcombe une fois par semaine, apporté par un jeune homme du village voisin à dos de mulet avec la régularité que le temps permettait. Lors de la deuxième semaine de Cécile au domaine, une lettre de Benoît arriva. Son écriture était grande et légèrement penchée vers la droite, avec le tracé de celui qui est encore en train de découvrir quelle taille de lettre correspond à sa personnalité. Il écrivait qu'il allait bien, que le cours préparatoire était difficile, mais qu'il s'en sortait, qu'il avait obtenu une distinction lors d'un concours de débat que le professeur avait organisé entre les élèves, et qu'il était inquiet du silence de Cécile, car elle avait dit qu'elle reviendrait dans 15 jours et qu'il s'en était écoulé plus que cela. À la fin de la lettre, de la façon dont Benoît terminait toujours les choses, il y avait une phrase qui mêlait inquiétude et humour dans la bonne proportion, disant qu'elle allait probablement bien car, si ce n'était pas le cas, elle aurait déjà trouvé le moyen de prévenir, et que le ragoût qu'elle avait appris à la cuisinière de la pension à préparer devenait meilleur, mais qu'il y avait encore du chemin à faire. Cécile plia la lettre avec soin et la tint un instant dans ses mains. Le manque de son frère arriva avec cette force spécifique qu'a le manque d'un frère, qui n'est pas la plus lourde mais qui est constante, comme un petit caillou dans la chaussure que l'on apprend à compenser mais que l'on n'oublie pas. Elle répondit l'après-midi même, expliquant ce qui s'était passé de façon résumée et sans drame, disant qu'elle était bien logée et qu'elle gagnait assez pour subvenir à ses besoins jusqu'à ce que le train reprenne. Elle ne mentionna pas le jardin, elle ne mentionna pas le piano, elle ne mentionna pas la distance de 10 centimètres au-dessus d'une carte cadastrale. Il y avait des choses qui n'avaient pas encore de nom suffisant pour entrer dans une lettre. Et si vous suivez cette histoire et qu'elle touche quelque chose en vous,
Laissez un petit j'aime sur la vidéo avant de continuer, car cela aide énormément la chaîne à continuer de vous proposer des contes comme celui-ci. Passons maintenant à la suite. Madame Agnès Laurent arriva un mardi après-midi, 16 jours après que Cécile fut arrivée au domaine. Dans une calèche noire avec les initiales de la famille discrètement gravées sur la porte et une expression qui avait été établie il y a de nombreuses années et qui ne faisait pas l'objet de révisions fréquentes. Elle avait 55 ans, des cheveux entièrement blancs retenus avec art par des peignes en écaille, une robe de taffetas sombre de bonne qualité, et cette posture propre à certaines femmes de famille qui est indiscernable d'une armure parce qu'elle a été construite pour fonctionner comme telle. Elle était la sœur aînée de Claire, célibataire par choix ou par circonstance, selon la personne à qui vous posiez la question, et avait passé les 5 années écoulées, depuis la mort de sa sœur, à faire ce que font les gens quand ils perdent quelqu'un trop tôt. Prendre soin de sa mémoire. Auguste l'accueillit sur le perron avec une formalité qui était de l'affection ancienne, traduite dans le seul langage que les deux avaient construit tout au long de 5 années de douleur partagée. Agnès l'étreignit avec brièveté et fermeté, le genre d'étreinte qui ne demande rien d'autre que de confirmer que l'autre est toujours debout. Puis elle entra dans la maison avec la familiarité de celle qui en connaît chaque pièce. Elle trouva Cécile dans la cuisine en train d'aider Marceline à préparer le dîner. La pause qui eut lieu entre les deux femmes au moment où elles se virent fut brève, moins de 3 secondes. Mais elle contenait le poids d'une conversation entière qu'aucune des deux ne tenait à voix haute. Agnès demanda qui c'était. Marceline, qui avait vu cela venir de loin avec l'anticipation qu'elle avait pour tout, dit d'une voix tranquille que c'était mademoiselle Cécile Fontana, qui aidait au domaine le temps que se règle la situation du train de retour. Agnès dit « Je vois », d'une manière qui indiquait clairement qu'elle avait vu des choses au-delà de ce qui avait été dit. Le dîner de ce soir-là eut la qualité spécifique des repas où tout le monde sait qu'une conversation n'a pas lieu, et cette conscience collective rend le silence entre les fourchettes bruyant d'une façon que personne n'arrive à nommer, mais que tout le monde ressent. Agnès mena la conversation avec l'habileté de celle qui a passé des décennies à le faire lors de dîners. Elle posa des questions sur les affaires du domaine, sur la récolte de lentilles, sur le litige des terres avec le voisin. À Cécile, elle adressa une seule question pendant le dîner, mais choisit avec cette précision qui en révèle beaucoup sur celle qu'il a choisie. Elle lui demanda de quelle famille Fontana elle venait, s'il s'agissait des Fontana de Lyon ou de ceux de la vallée. Cécile répondit que son père était un immigré italien, arrivé en France en 1895. Agnès fit un « ah » qui n'était pas hostile, mais qui était définitif dans sa manière de séparer les catégories, de placer chaque chose sur l'étagère où elle jugeait qu'elle devait rester. À cet instant, Auguste ajouta un détail sur la récolte de blé de cette année avec une spécificité qui attira l'attention d'Agnès sur le sujet et redirigea la conversation avec une habileté qui montrait qu'elle avait été pratiquée auparavant. Cécile le remarqua. Elle remarqua qu'il avait remarqué la question d'Agnès et ce qu'elle signifiait et qu'il avait agi. C'était une petite chose. Mais c'était le genre de petite chose que Cécile savait importante parce qu'elle avait appris à ne pas rejeter ce qui est petit. Le lendemain matin, Agnès chercha Cécile dans le jardin à l'arrière. Cécile était accroupie entre 2 parterres, en train de tailler les derniers rosiers résistants, quand elle entendit les pas sur les galets de l'allée de pierre. Elle se leva et se retourna, gardant ses gants aux mains. Agnès fut directe, parce que c'était la seule façon de parler qu'elle connaissait quand il s'agissait de choses qu'elle considérait comme importantes. Elle dit que Cécile semblait être une jeune fille convenable et que c'était exactement pour cela qu'elle était honnête avec elle. Elle dit que le domaine de Valcombe portait une mémoire qui devait être respectée, que Claire avait aimé ce jardin et que de le voir remanié par d'autres mains était une chose dont elle avouait ne pas savoir comment le prendre. Cécile écouta tout avec attention, sans interrompre. Puis elle dit, d'une voix calme et franche, qu'elle comprenait ce qu'Agnès ressentait.
que respecter la mémoire de celle qui a aimé un endroit n'était pas incompatible avec le fait d'en prendre soin pour qu'il ne se perde pas. Qu'un rosier planté avec amour a besoin d'être taillé pour continuer d'exister, et que la main qui taille peut le faire avec respect même si ce n'est pas la main qui a planté. Agnès resta à la regarder avec une expression que Cécile ne parvint pas à classifier facilement. Il y avait de la dureté en elle. Il y avait aussi quelque chose de plus ancien et de plus compliqué, quelque chose que la dureté recouvrait mais ne cachait pas complètement pour qui prêtait attention. Elle dit qu'elle espérait que Cécile savait ce qu'elle faisait. Cécile dit qu'il y avait des choses qu'elle savait et des choses qu'elle était encore en train d'apprendre, comme tout le monde. Agnès s'en alla par l'allée de galets avec la même posture avec laquelle elle était arrivée, et Cécile retourna à ses rosiers. Ce même après-midi, il se passa quelque chose que Cécile garda très longtemps en elle avant d'en comprendre tout le sens. Elle était montée au 2e étage pour chercher le cahier de compte qu'elle avait laissé dans sa chambre, et dans le couloir, elle passa devant la porte de la chambre d'Auguste, qui était entr'ouverte. Elle ne s'arrêta pas. Il n'y avait aucune raison de s'arrêter. Mais par l'entrebâillement, dans la seconde que dura son passage, elle vit quelque chose sur la commode en acajou sombre, à côté du lit. C'était une paire de gants. Des gants de femme, petits, en cuir couleur ivoire, avec une broderie délicate de fil doré sur le dessus, posés sur la commode avec le soin de celui qui place quelque chose sur un autel. À côté d'eux, une petite photographie dans un cadre en argent qu'elle ne put voir avec assez de netteté, mais dont elle était sûre de ce qu'elle représentait. Elle continua dans le couloir sans marquer de pause. Mais l'image des gants resta en elle le reste de la journée comme un petit caillou dans la chaussure, celui qu'on apprend à compenser, mais qu'on n'oublie pas. Ce soir-là, assise sur le perron avec sa broderie, elle réfléchit au genre d'amour que l'on garde ainsi. L'amour qui ne parvient pas à s'en aller et qui ne le veut pas, parce que partir serait une forme de trahison que la personne ne peut commettre, même après que l'autre est parti. Il y avait des gens pour qui aimer était un acte qui n'avait pas de clause d'expiration, qui n'avait pas de date de péremption, qui existait dans le temps avec l'obstination des rosiers qui survivent à 5 années d'abandon parce que la racine est trop forte pour céder. Quelque part en elle, il y avait de la sollicitude pour cet homme qui était venu sans être appelé. Le châle se posa de nouveau sur ses épaules cette nuit-là. Cette fois, elle ne tourna pas la tête, mais elle dit merci à voix basse, sans bouger. Il y eut une pause derrière elle, plus longue que la fois précédente, avant que les pas ne continuent vers l'intérieur. L'incident du bouton se produisit un jeudi, lorsqu'Auguste se rendait à Saint-Flour pour régler la dernière partie de l'affaire notariale. Cécile était dans l'entrée en train de préparer une liste de provisions pour Gilles, lorsqu'Auguste descendit les escaliers avec son beau manteau, celui pour sortir, le manteau bleu foncé qu'il utilisait pour les rendez-vous en ville. Elle le regarda avec ce regard d'attention habituel qu'elle portait sur tout ce qui entrait dans son champ de vision. Le 3e bouton de son manteau était lâche, pleurant à 2 fils, visiblement sur le point de tomber au premier mouvement un peu franc. Elle le dit avant de penser que ce n'était pas nécessairement son rôle de le dire. Elle dit que le 3e bouton était lâche et qu'il allait tomber en chemin. Il baissa les yeux avec une impatience qui n'était pas dirigée contre elle mais contre le bouton, et alors elle se mit en mouvement avant toute décision consciente, cherchant la petite aiguille qu'elle avait commencé à garder dans la poche de son tablier depuis qu'elle rapiéçait les vêtements des ouvriers. Elle enfila le fil dans l'aiguille en 2 mouvements rapides. Elle dit que cela prendrait 1 minute. Il resta immobile tandis qu'elle posait ses doigts sur le 3e bouton de son manteau à 2 ou 3 centimètres sous le col et fixait le bouton avec ses petits poings fermes que sa mère lui avait appris, arrêtant le fil avec 2 nœuds dont sa mère disait qu'ils ne se défaisaient jamais. Le silence entre eux, pendant cette minute, eut une qualité différente de tous les autres silences qu'ils avaient partagés. C'était un silence conscient de lui-même. Lorsqu'elle coupa le fil et recula d'un pas, elle leva les yeux et rencontra les siens. Il y avait là quelque chose qu'elle avait vu par éclair auparavant.
cette chose qui restait sous la surface de tout et qui parfois s'en approchait, mais qui maintenant était plus proche qu'à aucun autre moment précédent. C'était quelque chose qu'elle reconnaissait sans avoir le mot juste pour le nommer. Elle dit que c'était prêt. Il dit « Merci, Cécile ». C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Seulement son prénom sans le mademoiselle, juste Cécile, avec cette voix dont elle avait remarqué qu'elle changeait de timbre quand il se passait quelque chose de réel sous les mots. Elle dit de rien, Auguste. C'était sa première fois à elle aussi. Il se dirigea vers la calèche. Elle resta dans l'entrée. Ce n'est que lorsque Gaspard tourna sur la route et que le manteau bleu disparut derrière les châtaigniers que Cécile s'aperçut qu'elle avait cessé de respirer normalement pendant un bon moment. 2 jours plus tard, il se passa quelque chose que Cécile n'avait pas prévu et qui changea subtilement sa façon de voir Agnès. Marceline avait regardé par la fenêtre de la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner et resta silencieuse de cette façon spécifique dont elle restait silencieuse quand il y avait quelque chose qui devait être digéré avant d'être dit. Cécile s'approcha de la fenêtre. Agnès était dans le jardin à l'arrière. Elle ne faisait rien. Elle se tenait simplement là, debout dans l'espace circulaire au centre du jardin que Cécile avait dégagé et nettoyé, les mains croisées devant elle et la posture aussi droite que toujours. Elle regardait les rosiers que Cécile avait taillés, maintenant organisés en arc, le long des parterres de pierre, et il y avait en elle une expression qui, de loin, ressemblait à celle de quelqu'un qui reconnaît une chose qu'il croyait perdue. Elle resta là environ 5 minutes, puis elle repartit par la porte arrière, sans passer par la cuisine. Marceline dit très bas, presque pour elle-même, qu'Agnès avait aidé Claire à dessiner ce jardin, que les 2 sœurs avaient passé un après-midi entier sur une carte dessinée à la main à décider où chaque rosier allait être placé, discutant des variétés avec le sérieux de quelqu'un qui fait une chose importante, parce que c'était une chose importante. Cécile resta à regarder par la fenêtre le jardin vide. Elle comprit alors, d'une manière plus complète qu'auparavant, ce qui se cachait sous la résistance d'Agnès. Il ne s'agissait pas seulement d'Auguste, il s'agissait de sa sœur. Il s'agissait d'un jardin qui était le dernier lieu physique où le projet de vie de Claire avait encore une forme et une structure, où il était encore possible de voir ce que Claire avait imaginé pour cet endroit. Cela ne rendit pas les choses plus simples. Mais cela les rendit plus compréhensibles, ce qui arrive quand on cesse de regarder la surface pour regarder ce qui se trouve en dessous. Auguste revint de Saint-Flour avec le problème notarial réglé et l'air de celui qui a enfin clôturé un compte qui était resté ouvert trop longtemps. Il dîna avec peu d'appétit, comme c'était son habitude les jours de voyage, et s'installa ensuite dans le salon où Marceline avait allumé la cheminée, car la nuit s'annonçait comme la plus froide de la semaine. Cécile y était aussi, dans une chaise à bascule dont elle avait découvert qu'elle était la plus confortable de la maison, avec sa broderie qu'elle avait reprise après des jours sans lumière adéquate. La cheminée résolvait le problème de la lumière et du froid en même temps, avec cette double efficacité des choses qui savent pourquoi elles existent. Elle avait demandé, le premier soir où elle était restée dans le salon après le dîner, si cela le dérangeait qu'elle reste. Il avait dit que non, avec cette brièveté qu'elle avait appris à lire comme de l'honnêteté et non de la froideur. Et depuis, s'était établie entre eux cette quiétude partagée qui est l'un des signes les plus silencieux de la confiance mutuelle. Le feu de la cheminée avait cette odeur de pain sylvestre qu'elle avait associée à la fin de la journée, à l'heure où le domaine dormait et où la maison livrait ses sons les plus intimes, le tassement du bois, le vent à travers les fentes anciennes des fenêtres, le sifflement occasionnel d'une bûche, trouvant son point de combustion. Auguste tenait dans ses mains un rapport de comptabilité qu'il avait lu au moins 2 fois, à en juger par le regard que recevait le papier, ce qui indiquait qu'il ne lisait pas vraiment, qu'il était là avec le papier, mais que ses pensées étaient ailleurs, dans un autre temps peut-être. Cécile le remarqua et garda le silence. Ce fut lui qui parla le premier, sans préambule, de cette manière directe qui était sa seule façon de faire quand il y avait quelque chose de vrai à dire.
Il dit que Claire avait beaucoup aimé les montagnes en automne, qu'elle disait que c'était là que la région devenait la plus belle, quand le froid arrivait, mais que le feuillage était encore là, de ce jaune qui n'était pas triste, qui ressemblait plus à des adieux tendres entre amis qui savent qu'ils se reverront. Cécile arrêta sa broderie, mais ne leva pas les yeux immédiatement pour ne pas effaroucher le moment. Il continua. Il dit que le jardin avait été son idée dès le premier jour où Claire avait mis les pieds sur le domaine, qu'elle avait dessiné le plan sur papier avec les rosiers nommés par variété, et qu'il avait été d'accord avec tout, sans y connaître grand-chose en rosier, mais sans avoir besoin d'y connaître quoi que ce soit parce que son enthousiasme faisait plaisir à voir. C'était le genre de choses qu'il avait aimé chez elle dès le début, cette façon de mener ses projets avec sérieux et allégresse en même temps. Il s'arrêta. Une bûche crépita dans l'âtre. Il dit que quand elle était morte, il avait fermé la porte de derrière et n'y était pas retourné. Que cela avait été plus facile qu'il ne l'avait cru et plus difficile qu'il ne l'admettait à quiconque. Et que cette contradiction était une des choses qu'il avait appris à simplement porter sans essayer de la résoudre. Cécile leva les yeux alors. Il regardait le feu avec cette expression qu'elle avait appris à reconnaître comme étant le moment où il était vrai au lieu d'être fonctionnel, et il y avait une énorme différence entre les deux états. Elle dit, d'une voix basse, qu'il y avait encore beaucoup d'amour dans ce jardin. Que les rosiers qui avaient survécu à 5 ans d'abandon étaient du genre qui ne survit pas sans avoir une racine solide dès le départ, et qu'une racine solide commence avec celui qui plante, avec intention. Auguste regarda le feu pendant un moment. Puis il dit qu'elle était une femme étrange, et il dit cela d'un ton qui rendait absolument clair que ce n'était pas une insulte. Cécile dit que c'était probablement vrai. Il la regarda alors vraiment, pendant de longues secondes. Et elle soutint son regard parce qu'il y avait quelque chose là-dedans qui avait besoin d'être soutenu, un de ces échanges qui se passent plus dans les yeux que dans les mots, et que si on détourne le regard, on le perd. Puis, il retourna à son rapport de comptabilité. La cheminée crépita à cet instant exact. Cécile reprit sa broderie avec un fil vert qu'elle avait cherché toute la soirée et qui s'était trouvé juste là, à côté d'elle, tout le temps. Les heures qui suivirent cette nuit-là furent celles d'une tension différente des précédentes. Ce n'était pas une tension de malaise, c'était la tension qui survient quand deux personnes reconnaissent quelque chose en même temps et qu'aucune des deux ne sait encore quoi faire de ce qu'elle a reconnu. Auguste sortit plus tôt que d'habitude les jours suivants, revint plus tard, et il y avait dans son efficacité un excès que Marceline appelait une occupation volontaire, cette façon qu'ont les gens de remplir le temps par du travail, quand le temps libre est devenu dangereux. Cécile l'observa sans faire de commentaire, car il y a des choses qui ont besoin d'espace pour se résoudre, et le mauvais commentaire au mauvais moment peut refermer une porte qui commençait à s'ouvrir. Elle continua le jardin, elle continua les registres, elle continua les matinées dans la cuisine avec Marceline et les soirées sur le perron avec sa broderie. Elle continua d'être qui elle était, parce que c'était la seule façon d'être qu'elle connaissait et la seule qui avait du sens. Agnès était sur le point de partir. Elle avait dit à Auguste qu'elle retournerait au Puy-en-Velay vendredi. Et il y avait dans cette annonce de départ la qualité spécifique de certaines fins qui savent qu'elles sont des fins. Mais, avant le vendredi, arriva le jeudi, et le jeudi apporta ce que le jeudi devait apporter. Agnès avait trouvé Cécile seule dans le salon, essuyant les boiseries des fenêtres ce matin-là. Elle avait dit, de cette voix directe qui était la seule qu'elle connaissait pour les choses qu'elle jugeait importantes, qu'elle voulait lui dire quelque chose avant de partir. Elle dit qu'elle voyait clairement ce qui se passait au domaine, qu'Auguste avait passé 5 ans sans remarquer qu'il y avait une femme au monde, et que soudain, il y avait quelque chose de différent en lui, et qu'elle voulait demander à Cécile directement si ses intentions étaient honnêtes. Cécile s'était figée avec le chiffon à la main.
Elle avait répondu que ses intentions avaient toujours été honnêtes, qu'elle était arrivée dans ce domaine à cause de la pluie et non par calcul, et qu'elle y restait pour le travail qu'il y avait à faire. Agnès avait répondu qu'elle espérait que ce fût le cas, car une femme sans famille, établie et sans position qui restait dans un domaine au-delà du temps nécessaire, donnait des raisons aux mauvaises langues, et que Cécile, si elle était prudente, saurait que la réputation est un bien qui se perd facilement et qui ne se récupère pas de la même manière. À cet instant précis, Auguste était entré dans le salon. Il n'avait pas entendu le début. Il n'avait entendu que la fin. La réputation est un bien qui se perd facilement. Et il avait vu l'expression de Cécile, qu'il avait appris à lire avec une attention que lui-même n'avait pas encore nommée, mais qui était là, à l'œuvre, et qui traduisait l'effet que ces mots avaient sur elle. Ce qu'il fit ensuite fut le genre d'erreur que commettent les hommes qui ont peur quand soudain ils ont plus de raison d'avoir peur qu'auparavant. Il dit à Agnès sans regarder Cécile qu'il était d'accord, qu'il était peut-être temps de régler la situation du train, qu'il pourrait envoyer Gaspard vérifier à Saint-Flour le jour même. Cécile le regarda. Il ne soutint pas son regard. Elle ne dit rien à ce moment-là. Il y avait des situations où les mots font moins que le silence, et elle savait reconnaître ces situations depuis longtemps. Elle monta dans sa chambre avec la même sérénité avec laquelle elle faisait tout, ferma la porte doucement et resta debout au milieu de la pièce. La fenêtre donnait sur la cour et de là on voyait le jardin à l'arrière, les rosiers en arc dont elle s'était occupée pendant 2 semaines, les jaunes qui s'étaient ouvertes la semaine précédente et qu'elle n'avait pas espérées. Elle resta à regarder le jardin un moment. Puis elle commença à faire son sac. Il y avait peu de choses à ranger. Elle était arrivée avec presque rien et avait acquis durant ces 17 jours un chemisier que Marceline lui avait donné parce qu'elle ne le portait plus, une paire de chaussettes en laine et le petit carnet qui était plus rempli maintenant qu'à son arrivée parce que les montagnes, les conversations et les matins de café avaient engendré des phrases qui devaient être écrites. Tout tenait dans le même petit sac. Elle plia chaque chose avec le même soin que d'habitude. Elle mit le petit carnet dans la poche extérieure, là où il était le plus à portée de main. Il y avait de la peine, oui, mais ce n'était pas la peine dévastatrice, c'était la peine familière, celle qu'on connaît d'autrefois et dont on a déjà appris qu'elle ne tue pas. Ce qui était plus difficile, c'était la surprise, parce qu'elle avait cru avoir lu Auguste Delval avec une précision raisonnable, et découvrir qu'il y avait un angle mort dans cette lecture avait la saveur spécifique des déceptions auxquelles on ne s'attend pas. Elle prit le sac. Elle regarda autour de la chambre une dernière fois. Le couvre-lit en patchwork, le tapis au crochet, la fenêtre qui donnait sur le jardin qui était redevenu à moitié lui-même. Il y avait tant de choses qui restaient en arrière. Elle descendit les escaliers lentement. Ici, à ce moment où tout semble décidé et que le cœur se serre, j'ai besoin que vous restiez avec moi. Faites une pause, laissez un commentaire pour me dire ce que vous ressentez à propos de cette histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici sans être abonné à la chaîne, c'est le bon moment pour le faire, car ce qui vient maintenant est la plus belle partie. Vous ne voudrez pas manquer ça. Marceline était dans la cuisine quand Cécile entra avec le sac. La cuisinière resta immobile une seconde, ce qui était extraordinaire parce que Marceline ne restait jamais immobile. Elle regarda le sac, elle regarda Cécile, elle demanda, de la voix basse et ferme de quelqu'un qui contient beaucoup de choses dans une phrase courte, si la petite en était sûre. Cécile dit que c'était mieux ainsi. Marceline dit « Mieux pour qui ?» Ce n'était pas de la rhétorique. C'était une question avec un poids réel. Cécile dit que parfois les gens prennent des décisions pour nous et que la chose juste à faire est de respecter. Marceline resta silencieuse un instant qui dura plus longtemps que les silences habituels de Marceline. Puis, elle dit que respecter la décision des autres était une chose. Accepter la lâcheté des autres comme si c'était son propre destin en était une autre, et que les deux se ressemblaient de l'extérieur, mais n'étaient pas la même chose. Cécile resta à regarder la cuisinière.
Puis elle dit qu'elle devait y aller avant de perdre le courage de le faire, ce qui fut une honnêteté qu'elle-même n'avait pas vue venir, mais qui sortit parce que c'était vrai et parce qu'il y avait peu de personnes dans la vie à qui Cécile disait la vérité crue, et Marceline était devenue l'une d'entre elles sans aucune formalité. Marceline la serra dans ses bras. Ce fut une étreinte brève et très forte, du genre qui dit des choses qui ne tiennent pas dans des mots. Puis elle la lâcha et se tourna vers la cuisinière comme si elle avait urgemment besoin de faire quelque chose de ses mains à ce moment-là. Cécile alla sur le perron. Ce fut Gilles qui alla chercher Auguste. Gilles ne savait rien de ce qui s'était passé entre les murs du salon. Il avait seulement vu mademoiselle Cécile sur le perron avec son sac sur les genoux, et il s'était dit que le patron devait savoir, parce que Gilles était le genre de personne qui pensait que le patron devait savoir quand les choses changeaient de place dans le domaine, en particulier les choses qui avaient amélioré l'endroit d'une manière qu'il ne savait pas trop comment nommer, mais qu'il reconnaissait. Auguste était dans l'étable quand Gilles arriva. Il écouta ce que Gilles lui dit, à savoir simplement que mademoiselle Cécile était sur le perron avec sa valise prête et resta immobile. L'étable sentait la terre, l'animal et le vieux cuir des selles. C'était une odeur qu'Auguste connaissait depuis avant même de savoir nommer les odeurs, une odeur d'enfance et d'une vie entière passée dans cet endroit. Il resta planté là avec tout cela autour de lui et il se mit à réfléchir. Il s'était trompé. Il le savait pendant qu'il le faisait, et il l'avait fait quand même, parce qu'il y a un moment où la peur est plus rapide que l'intelligence, et où la bouche fonctionne avant que le reste de la personne ne puisse vérifier ce qui en sort. Il avait dit cela parce que la nuit précédente, seul dans sa chambre avec le rapport comptable qu'il ne lisait pas, il s'était rendu compte qu'il cherchait le bruit qu'elle faisait dans la maison avant de s'endormir. Sa façon de se déplacer dans le couloir, le son de ses pas sur le parquet. Il s'endormait plus facilement quand il l'entendait et restait éveillé plus longtemps quand il ne l'entendait pas. Et cette prise de conscience était arrivée avec la force irréversible de quelque chose qui ne peut plus être défait par l'ignorance. Il avait dit cela parce qu'aimer à nouveau faisait plus peur que 5 années de solitude. La solitude, on apprend à la porter. On apprend son poids, on apprend où elle fait mal, on apprend à compenser. L'amour nouveau, on ne sait pas encore ce qu'il pèse, et cette ignorance est plus effrayante que n'importe quel fardeau connu. Mais alors qu'il sortait de l'étable et marchait vers le perron, il repensa à une chose que Cécile avait dite un soir près de la cheminée. Une racine solide commence avec celui qui plante avec intention. Et il y avait dans cette phrase quelque chose qui résonnait différemment maintenant que la nuit où elle avait été prononcée. Cela résonnait comme si elle avait parlé de bien plus que de simples rosiers. Et il avait été trop lent pour comprendre au bon moment. Elle était sur le perron avec le sac sur ses genoux quand il apparut par le couloir intérieur. Ce qui se passa ensuite ne fut pas dramatique de la façon dont les histoires d'amour construisent parfois le moment décisif. Il n'y eut pas de pluie providentielle, il n'y eut pas de musique venue de nulle part. C'était une matinée d'août ordinaire, avec le soleil bas et vif sur les montagnes et les pins sylvestres dégageant ce parfum qui était la marque de fabrique de cette terre à cette heure-là. Auguste s'arrêta dans l'encadrement de la porte du perron. Cécile resta assise sur sa chaise. Il dit qu'il avait dit une chose qu'il ne fallait pas. Elle dit qu'elle le savait. Il dit qu'il l'avait dit parce qu'il avait peur. Il le dit sans fioriture, sans l'édition que les gens font généralement quand ils admettent ce qu'ils ne voulaient pas admettre, parce qu'il était arrivé au point où éditer coûtait plus cher que d'être honnête. Elle resta à le regarder. Il y avait dans son expression qu'il avait appris à lire avec cette attention qu'il n'avait lui-même jamais identifiée comme un apprentissage, quelque chose qui n'était pas de la colère. Il y avait de la déception, oui, mais ce n'était pas la déception fermée. C'était celle qui a encore de la place à l'intérieur. Il dit que cela faisait 5 ans qu'il ne regardait pas le monde et qu'il pensait que cela ne valait pas la peine d'être regardé.
qu'il avait fonctionné dans le sens le plus précis et le plus pauvre du terme, fait ce qui devait être fait, dit ce qui devait être dit, était allé où il devait aller, et en était revenu. Que c'était tout ce qu'il exigeait de lui-même, et qu'il s'était habitué à penser que c'était suffisant. Il s'arrêta. Il dit qu'elle était arrivée sur son chemin boueux avec la dignité sur ses épaules, et avait passé 3 semaines à rendre impossible de continuer à croire que suffisant était la même chose que bon. Sa voix fut différente dans cette dernière partie. Il n'y eut ni effondrement ni drame, mais il y avait la qualité spécifique des choses qui sortent avec difficulté, qui viennent d'un endroit profond, où elles sont restées plus longtemps qu'elles ne l'auraient dû. Cécile resta silencieuse un moment. Elle dit qu'il y avait une chose qu'il devait comprendre, qu'elle n'était pas arrivée chez lui en cherchant autre chose qu'une nuit à l'abri de la pluie. Qu'elle n'avait pas planifié le jardin, ni le piano, ni les cahiers de comptabilité, ni les boutons, ni les soirs au coin du feu comme une quelconque stratégie. Qu'elle avait fait tout cela parce que c'était ce qu'elle était, et parce que le domaine en avait besoin, et parce qu'il y avait quelque chose dans cet endroit, dans les gens d'ici qui avaient trouvé une place en elle qu'elle ignorait être vide. Elle s'arrêta une seconde. Elle dit qu'il y avait aussi une chose qu'elle voulait qu'il comprenne à propos de la peur, qu'elle comprenait la peur, qu'elle avait grandi avec assez de peur pour la reconnaître chez les autres comme si c'était une langue apprise dans l'enfance, et que sa peur à lui prenait tout son sens et qu'elle ne lui en voulait pas d'avoir peur. La colère serait injuste. Il demanda, d'une voix plus basse qu'elle ne l'avait été durant toute la conversation, s'il y avait de la colère pour autre chose. Elle dit qu'il y avait une petite déception, mais qu'une petite déception était différente d'une raison de partir. Auguste resta immobile dans l'encadrement de la porte pendant un moment qui eut du poids sans faire de bruit. Puis il quitta le pas de la porte et vint vers elle, lentement, et se tint debout devant la chaise où elle était assise. Et elle leva les yeux vers lui avec ce regard qui ne se détournait pas quand il y avait quelque chose de vrai à soutenir, ce regard couleur de miel qu'il avait essayé de cesser de remarquer, et il avait complètement échoué dans cette tentative. Il prononça son prénom, juste son prénom, elle dit le sien. Elle dit « Il n'y eut pas d'autre mot à ce moment-là, parce que ceux qui avaient besoin d'être dits l'avaient déjà été. » Et ce qui vint ensuite fut plus simple et plus honnête que n'importe quelle phrase qu'aucun d'eux n'aurait pu construire. Il tendit la main et elle posa la sienne dedans. Les mains qui se connaissaient déjà. Du talus, de la carte, du bouton. Ils restèrent ainsi un moment sur le perron en ce mois d'août, avec le soleil montant lentement sur les montagnes, les pins sylvestres et le jardin à l'arrière, où les rosiers têtus avaient décidé qu'ils avaient encore un avenir. Agnès les vit depuis la fenêtre du salon. Elle resta à regarder un instant, les mains posées sur le rebord de bois. Il y eut une expression sur son visage que personne dans la maison n'avait vue auparavant, parce que personne n'avait été au bon endroit au bon moment pour la voir. C'était l'expression de quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il a déjà vu une fois et qu'il pensait ne jamais revoir. Elle partit le lendemain, comme elle l'avait prévu, avec sa grande valise et sa petite valise et sa posture intacte. Mais avant de partir, elle prit Cécile à part dans le large couloir du 2e étage. Cécile attendit, avec cette sérénité qui était la sienne, sans savoir à quoi s'attendre. Agnès dit, de cette voix directe qui était la seule qu'elle savait utiliser pour les choses qui comptaient, qu'elle avait passé 5 ans à veiller sur la mémoire de Claire, parce que c'était la seule chose qui lui restait à soigner, et que cela avait fait d'elle une femme plus rigide qu'elle n'aurait probablement dû l'être. Qu'elle ne demandait pas pardon parce que ce n'était pas dans ses habitudes de demander pardon, mais qu'elle disait cela pour que Cécile sache que la rigidité n'avait rien de personnel. Elle fit une pause. Elle dit que Claire avait été une femme qui plantait des jardins parce qu'elle croyait que l'endroit où l'on vit doit avoir de belles choses, et que les belles choses ont besoin qu'on s'en occupe pour exister. Qu'à ce qu'elle avait vu, Cécile le comprenait de la même manière. Cécile dit d'une voix douce qu'elle comprenait. Agnès hocha la tête une fois.
Puis elle se dirigea vers la calèche, avec la prestance qu'elle avait cultivée pendant tant d'années, mais il y avait quelque chose de légèrement différent dans la façon dont elle regarda le domaine une dernière fois, avant que Gaspard ne ferme la porte. Ce n'était plus le regard de quelqu'un qui protège, c'était le regard de quelqu'un qui laisse partir. Cécile resta sur le perron, à regarder la calèche s'éloigner sur le chemin de terre volcanique. Auguste resta à côté d'elle. Ils restèrent là jusqu'à ce que la poussière retombe au sol. Les jours qui suivirent eurent une qualité que Cécile n'avait pas éprouvée depuis longtemps, la qualité des choses qui sont à leur juste place. Ce ne fut pas parfait tout de suite, parce que rien n'est parfait d'emblée quand il s'agit de deux adultes avec de longues histoires qui essaient de découvrir comment occuper le même espace d'une manière nouvelle. Il y eut des ajustements. Il y eut des moments de silence qu'il fallait naviguer. Il y eut la question des gants sur la commode d'Auguste, qui restèrent là où ils étaient, parce que c'était là qu'ils devaient être. Et Cécile ne dit jamais rien à leur sujet. Et Auguste n'eut jamais besoin de s'expliquer, parce qu'il y a des choses qui coexistent sans nécessité de résolution, qui font simplement partie du sol sur lequel on marche. Mais il y avait aussi d'autres choses. Le piano fut de nouveau joué. Pas tous les jours, pas par obligation, mais l'après-midi, quand la lumière frappait la pièce d'une certaine façon et qu'il y avait de la place pour la musique dans la journée. Une ou deux fois, Auguste resta à la porte du salon, à écouter, puis entra et s'assit sur une chaise près de la cheminée, et elle joua plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu, choisissant les morceaux en fonction de ce qu'ils rendaient quand quelqu'un écoutait. Le jardin à l'arrière fut complètement restauré au début du mois de septembre. Les rosiers avaient répondu à la taille avec une exubérance qui semblait délibérée, lançant de nouvelles pousses dans tous les parterres avec cette générosité que les choses ont quand elles reçoivent enfin les soins dont elles avaient besoin. Il y eut des roses jaunes que Cécile n'avait pas espérées, cachées dans l'ancien enchevêtrement, qui s'ouvrirent un matin précis de septembre, comme si elles avaient attendu la bonne raison. Marceline continua d'être Marceline, ce qui constituait de solides fondations. Gilles répara la clôture du jardin un dimanche après-midi sans qu'on le lui demande. Parce que c'était ce qui devait être fait, et que Gilles était du genre à faire ce qu'il fallait sans attendre d'instructions quand la chose était évidente. Gaspard finit par accepter que Cécile l'accompagne parfois lors de trajets en calèche, voyant qu'elle aimait regarder la route et qu'elle avait de bonnes conversations sans trop en faire, ce qui était la qualité qu'il appréciait le plus dans la conversation en général. Et Auguste Delval découvrit, lentement et avec la prudence de quelqu'un qui réapprend à marcher après s'en être passé longtemps, qu'il y avait plus de vie en lui qu'il ne l'avait cru au cours des 5 dernières années. Il le découvrit dans des choses toutes simples, dans le fait de recommencer à remarquer l'odeur des pins sylvestres le matin, chose qu'il avait cessé de remarquer sans s'en rendre compte. Dans le fait de vérifier à nouveau si le café était bon avant de se contenter de le boire, dans le fait que ses soirées avec les papiers du domaine s'étaient raccourcies parce qu'il y avait, à l'autre bout de la maison, quelque chose qui valait plus que les papiers. Par un après-midi de septembre, Cécile écrivit une autre lettre à Benoît. Celle-ci fut plus longue que les précédentes. Il y avait plus à raconter et elle avait trouvé les mots, car c'est ainsi que fonctionnent les mots. Ils apparaissent quand les choses sont prêtes à être dites. Elle raconta le domaine, le jardin qu'elle avait récupéré rosier par rosier, Marceline et sa sagesse de cuisinière à bois qui était de celle que les livres n'enseignent pas. Elle parla, en choisissant ses mots avec soin, d'un homme qui avait appris à survivre sans ressentir et qui découvrait, avec la lenteur des choses qui sont vraies, que survivre et vivre étaient des choses assez différentes. Elle ne dit pas tout, car il y avait des choses qui avaient besoin de plus de temps avant de devenir des mots de lettres. Mais elle en dit assez pour que Benoît, qui la connaissait comme personne au monde, puisse lire entre les lignes, avec la facilité de celui qui a grandi, en déchiffrant les réticences d'une sœur qui parlait beaucoup, mais disait l'essentiel avec discrétion.
La réponse de Benoît arriva 2 semaines plus tard, avec la même grande écriture penchée. Il disait qu'il voulait connaître cet homme. Il le dit en 2 phrases seulement, avec sa façon à lui d'en dire beaucoup en peu de mots. Et il ajoutait à la fin qu'il avait réussi l'examen d'entrée à la faculté de droit. Cécile lut cette dernière partie 3 fois, puis elle resta assise, la lettre sur les genoux, avec ce bien-être spécifique que l'on ressent quand 2 joies arrivent en même temps et que le cœur ne sait pas vers laquelle se tourner en premier et finit par embrasser les 2 parce qu'il en est capable lorsqu'il est entier. Auguste entra dans la pièce à ce moment-là et la vit avec cette expression qu'il avait appris à reconnaître comme la bonne version de l'intensité, celle qui apparaissait quand quelque chose de bon arrivait. Elle lui montra la partie concernant la faculté. Il lut. Il dit, avec cette sécheresse qui était devenue pour elle le langage de la véritable affection, que le frère était manifestement intelligent. Elle dit qu'il l'était, et qu'il lui appartenait tout entier quand venaient les examens, qu'elle avait été sévère avec lui pendant les révisions, et que Benoît s'en était plaint comme il se devait, mais qu'il avait étudié quand même. Il dit qu'il croyait les 2 choses. Il y avait dans ce simple échange la texture du quotidien, la chose commune qui se construit entre des personnes qui apprennent à faire partie de la vie l'une de l'autre, et qui n'a pas de drame, mais de la substance. Et la substance est ce qui dure. Et puis le temps fit ce que fait le temps quand on ne l'observe pas de près. Il passa. 3 années passèrent sur le domaine de Valcombe comme 3 couches de bon vernis, chacune ajoutant de la profondeur à ce qui se trouvait en dessous, sans couvrir ce qui était là auparavant. C'était en août 1925 que l'histoire trouva son point d'arrivée, qui n'était pas une fin, mais un endroit où la vie s'était finalement installée dans un rythme qui était durable, bon et honnête, ce qui sont les 3 choses qui comptent quand on a vécu assez longtemps pour savoir que ce sont les 3 choses qui comptent. Le matin commença comme commençaient toujours les matins au domaine, avec le froid sec et clair de l'altitude passant par la fenêtre avant toute autre chose, l'odeur des pins sylvestres qui pénétrait par toutes les fentes de la maison comme s'il en avait le droit acquis, et le mugissement lointain du bétail qui était réveillé depuis plus longtemps que quiconque dans la maison. La cuisine sentait le café avant même que quiconque ne descende. Marceline était à la cuisinière dans la même position que toujours, avec le même tablier qui semblait avoir été créé avec elle, quand Cécile descendit les escaliers, ses cheveux encore à moitié détachés de sa tresse de nuit et les pieds nus, parce que le plancher en bois, baigné par le soleil matinal, avait une température qui ne nécessitait pas de chaussettes. La tasse bleue, avec les fleurs peintes à la main, était sur la table à carreaux rouges et blancs. Cécile s'assit, enveloppa la tasse de ses 2 mains, but la première gorgée de café en fermant légèrement les yeux dans ce plaisir qui est à la fois petit et complet. Marceline dit bonjour sans se retourner et ajouta que M. Auguste était parti tôt dans les pâturages, mais avait laissé le message qu'il serait de retour avant 8 heures. Cécile dit bonjour et dit qu'elle le savait, qu'elle s'était réveillée quand il était parti. Marceline dit qu'elle avait le sommeil léger maintenant qu'elle était mariée, ce qui était le contraire de ce qui arrivait à la plupart des gens. Cécile dit que c'était parce qu'elle dormait enfin l'esprit tranquille. Marceline acquiesça avec l'expression de celle qui n'a pas besoin d'en dire plus, parce que ce qui doit être dit est là, organisé et complet. Le jardin à l'arrière avait fleuri d'une manière qui rendait difficile à croire qu'il avait été abandonné pendant 5 ans. Les rosiers jaunes avaient conquis le parterre central et fleurissaient d'août jusqu'à presque novembre, et un jasmin que Cécile avait planté la 2e année grimpait sur la clôture du fond avec l'ambition tranquille des plantes grimpantes qui savent où elles vont. L'après-midi, quand le soleil descendait sur les montagnes, l'odeur de ce coin du domaine était un mélange de roses, de jasmin et de terre humide. Et Cécile avait l'habitude d'y aller avec le café de 3 heures et de rester quelques minutes simplement immobile au centre, comme pour prendre note que tout cela existait. La lettre de Benoît arrivait tous les mois, avec la régularité que le service postal avait fini par développer sur cette route.
Il avait obtenu sa licence en droit et travaillait dans un cabinet à Lyon avec cette détermination que Cécile lui reconnaissait depuis avant qu'il ne sache nommer les choses. Il avait visité le domaine à Noël 1924 et était resté une semaine entière, repartant avec l'admiration de quelqu'un qui a vu quelque chose de plus grand qu'il ne l'espérait, mais aussi avec la chaleur de celui qui avait reconnu en Auguste quelqu'un qui méritait sa sœur, ce qui était pour Cécile la seule approbation qui comptait vraiment. Agnès était revenue à Pâques cette même année, pour la première fois depuis son départ, en ce matin d'août 1922. Elle était restée 3 jours. Elle était allée dans le jardin l'après-midi du 2e jour et y était restée seule un temps considérable, et quand elle était rentrée à l'intérieur, elle arborait une expression qui était à la fois plus légère et plus complète que celle avec laquelle elle était arrivée. Elle avait dit à Cécile avant de partir que les rosiers jaunes étaient la variété préférée de Claire, et qu'elle avait cherché ces boutures à 3 endroits différents avant de les trouver. Cécile avait répondu qu'elle le savait, qu'il y avait un billet plié dans un pot en terre cuite enterré sous l'un des parterres, avec le nom de la variété écrit de la main appliquée de celle qui écrit avec soin. Agnès était restée silencieuse un moment. Puis elle avait dit qu'il était bon de savoir que le billet était encore là. Il y a des choses qui continuent d'exister parce que quelqu'un a décidé qu'elles continueraient. Auguste arriva sur le perron alors que Cécile terminait son 2e café, ses bottes déjà couvertes de la boue des champs et son manteau de flanelle lavé tant de fois que sa couleur était devenue d'un ton plus clair, et ses cheveux avec plus de fils blancs aux tempes que 3 ans auparavant. 35 ans qui paraissaient exactement ce qu'ils étaient, des années vécues avec tout ce que vivre implique et pas seulement compter. Il s'assit sur la chaise à côté d'elle, étendit les jambes avec l'étirement de celui qui a marché pendant des heures, et resta à regarder la cour avec ce silence matinal qu'elle avait appris à aimer, parce que c'est le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé, qui se suffit à lui-même. Puis il la regarda. Il dit, de cette voix qui avait perdu une bonne partie de son armure avec le temps pour prendre la texture de quelque chose de plus vrai, qu'une nouvelle rose s'ouvrait dans le parterre du fond. La rouge, qui avait pris racine à partir d'une bouture que Marceline avait gardée l'hiver précédent. Cécile dit qu'elle savait, qu'elle l'avait vue la veille. Il dit qu'elle était belle. Elle le regarda. Il y avait en elle, par ce matin d'août 1925, quelque chose que sa mère aurait reconnu immédiatement si elle avait pu la voir. C'était l'état d'une personne qui est à sa juste place, les épaules un peu plus basses que lorsqu'on porte un fardeau qui n'est pas le sien, le regard un peu plus profond que lorsqu'on est sur ses gardes face à ce qui pourrait arriver. La quiétude de celle qui n'attend pas que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, parce que la façon dont elles sont est la bonne. Elle dit que oui. Et ils restèrent là, tous les deux, sur le perron du domaine de Valcombe. Le soleil d'août s'élevant lentement au-dessus des montagnes avec l'odeur des pins, le café un peu refroidi et le jardin derrière la maison qui fleurissait de rouge et de jaune par un matin qui n'avait rien d'exceptionnel. Aucun événement digne de faire les gros titres des journaux, aucun rebondissement que quiconque de l'extérieur apprendrait. C'était juste un matin d'août à la campagne, en 1925, avec 2 personnes sur un perron. Mais c'était aussi, en même temps, tout ce qu'ils avaient dû traverser pour en arriver là. L'histoire d'amour entre le propriétaire terrien veuf des montagnes et la jeune fille italo-française qu'il avait trouvée perdue et effrayée sur le bord d'un chemin boueux n'était pas l'histoire qu'aucun d'eux n'avait imaginée pour lui-même. Elle n'avait pas les contours de ce qu'on appelle souvent le destin quand on parle d'amour, cette chose immédiate et bouleversante que promettent certains livres. Elle avait, à la place, la texture d'une chose construite lentement, avec les mains, avec les rosiers, les cahiers de comptabilité, les boutons de manteau, les châles, les silences au coin du feu, les cartes du cadastre, les matins de café et les prénoms dits pour la première fois. Elle avait la texture de l'amour qui dure, ce qui est, en fin de compte, le seul qui vaille vraiment la peine d'être raconté.